Bonjour chers élèves de troisième, j'espère que vous allez bien. Le cours d'aujourd'hui sera un cours de géographie, traitera, je vous donne le titre, Aménager les territoires ultramarins. Donc va traiter de ce qu'on appelle l'outre-mer. Alors soyez très très vigilants parce qu'il y a une grosse charge de définition, de notions très précises dans ce cours, et ce cours est fondamental pour connaître la France, notre pays, votre pays. Alors déjà, il faut que vous compreniez que la France est un État qui n'est pas tout à fait comme les 194 autres États. Chaque État est un espace à 2 ou 3 dimensions, pour ceux qui peuvent comprendre ça. Il y a d'abord un espace aérien. Chaque État possède le volume d'air et d'atmosphère au-dessus de sa surface. Donc on a une dimension aérienne. Chaque État, et ça c'est le point commun à tous les États de la planète, sont bien sûr une dimension terrestre. Chaque État possède le territoire dans les limites de ses frontières. Et puis, les États les plus chanceux, issus de la géographie et de l'histoire, sont des États qui possèdent des côtes, des façades maritimes. Et donc, dans ce cas-là, on parle d'espace maritime. Chaque État qui possède des côtes possède la mer côtière. Chaque État possède une zone marine qui s'étend au-delà d'une limite de 200 miles nautiques. Un mile nautique, c'est 1,666 km. 200 miles nautiques, ça fait à peu près 300 km. En clair, vous qui avez en mémoire la forme de la France s'étend donc dans l'océan Atlantique sur une distance de 300 km. Elle partage avec l'Espagne au sud. Elle partage avec l'Italie et avec l'Espagne au sud, la zone marine méditerranéenne. Elle partage avec l'Angleterre, la zone marine de la Manche. Imaginez que nous ayons des îles éparpillées à la surface de globe et à la surface des océans. Nous possédons, supposez, une petite île d'1 m². Inutile, vous pourriez croire. Eh bien, pas du tout. Puisque nous posséderions dans ce cas-là une zone marine de 200 miles nautiques qui s'étend au-delà du petit îlot de 1 m². Apport fondamental, apport essentiel pour la puissance et l'importance stratégique d'un pays. Fin de la petite parenthèse. Revenons sur les termes. L'aménagement. L'aménagement, je vous rappelle, c'est le fait d'une action volontaire destinée à favoriser le développement d'un pays. Lorsqu'on aménage, on fait une action qui favorise le développement. On construit un pont, une ligne de chemin de fer, une autoroute, une station de ski, un collège. On réduit des inégalités. L'aménagement est l'œuvre de la puissance publique. Bien sûr, l'État français est aménageur. Ça peut être l'œuvre aussi des instances européennes, ou de la région, ou d'une commune. Une fois qu'on a mis en place ces définitions, revenons sur le cas de la France. Alors attention aux mots encore une fois. Ne confondez pas la France avec la France métropolitaine. La France, c'est deux choses. C'est l'association de la France métropolitaine et d'une France située au-delà des mers. Attention, je vais décliner toutes ces notions. La France, c'est donc métropole plus outre-mer. Outre-mer signifie au-delà des mers. Qu'est-ce que la France métropolitaine? Celle où vous avez les pieds dessus. C'est la France qui contient la capitale, la ville la plus importante, la métropole. Ce qu'on résume par un surnom, l'hexagone. 970 km sur 980 km. L'outre-mer, c'est la France située au-delà des mers et océans. En effet, pour des raisons historiques, liées souvent à son passé colonial, la France a conquis, au fil des siècles, des îles et des territoires lointains. Comme elles sont situées au-delà des mers et des frontières terrestres, on appelle cette France la France d'outre-mer. L'adjectif que l'on constitue avec l'expression outre-mer est ultramarin ou ultramarine. Donc la France, pour ceux qui reviennent à mon raisonnement, est donc l'association d'une France métropolitaine plus d'une France d'outre-mer. Bien sûr, ces pays ne sont plus des colonies, vous le savez, chers élèves. Ces pays sont associés étroitement, ces régions d'outre-mer sont associées étroitement au développement de la métropole. S'ils le souhaitent, ils peuvent accéder à l'indépendance. On les consulte régulièrement et ces peuples ne le souhaitent pas. Ils préfèrent rester à l'intérieur de la République française. Alors, il y a différents statuts de ces régions d'outre-mer, différentes catégories. Il y a des DROM, départements et régions d'outre-mer, et il y a des COM, communautés
d'outre-mer, et il y a des TAAF, terres australes antarctiques françaises. Il y a encore d'autres statuts, mais vous, votre programme de troisième vous enjoint de retenir notamment et de savoir situer. C'est pour ça qu'il faudra remplir très soigneusement la carte de votre livre à la page 353, les DROM, départements et régions d'outre-mer. Martinique, Guadeloupe, Mayotte, Réunion et Guyane. 5 départements et régions d'outre-mer. Les habitants de ces DROM élisent des députés à l'Assemblée nationale. L'ensemble des lois de la République s'appliquent à ces territoires. Pour les COM, pour les communautés, il en va un peu différemment. Ces pays sont souvent soit moins peuplés, soit ont un statut beaucoup plus autonome, d'autogestion de leurs problèmes, et toutes les lois de la République française ne s'y appliquent pas. Quant aux TAF, alors les TAF, les terres australes et antarctiques françaises, ce sont des îles très éloignées, très froides, dans l'océan Antarctique, ou situées sur le continent Antarctide, et souvent ce sont des espaces déserts, sans habitants, directement gérés par l'État français, sur lesquels je reviendrai. Alors, voyons maintenant les atouts et les contraintes de cet outre-mer. L'immense majorité de cet outre-mer, de ces territoires, sont des îles. Mais il n'y a pas que des îles. Nous avons 2 espaces continentaux. Tenez, un des DROM, la Guyane. Si vous regardez la carte, la Guyane a des frontières avec le Brésil et le Suriname. Donc on peut sans rire dire, si on veut être très sérieux, que la France a des frontières avec le Brésil et le Suriname. Un morceau d'Amérique du Sud appartient à la République française. Voyons un deuxième morceau de continent, la Terre Adélie. La Terre Adélie est située sur le continent Antarctide. Elle tire son nom de la femme de son découvreur, le navigateur Dumont d'Urville, qui, je crois, en 1870, a pris possession de cette terre glacée sur le continent. Il était amoureux de sa femme, ça peut arriver, et il a nommé cette terre du nom de sa femme, Adélie. Nous avons donc 2 morceaux continentaux. Sinon, tout le reste, éparpillé à la surface des océans, ce sont des îles. Alors vous avez des îles assez grandes, la Nouvelle-Calédonie, et puis vous avez des micro-îles, toutes petites, minuscules. Alors, le gros problème, commençons par les contraintes, commençons par les inconvénients. Notre outre-mer français, qui contient l'ensemble de la surface fait environ 120 000 km², qui contient à peu près de nos jours 2 800 000 habitants pour 67 millions de Français. C'est la Réunion qui est la plus peuplée, avec plus de 800 000 habitants. L'ensemble de cet outre-mer, comme je vous le disais, sont des îles. Et ces îles, pour la plupart, sont situées dans la zone intertropicale. Donc ils subissent le climat le plus violent de la planète, le climat tropical, avec les océans, qui procurent des ouragans et des cyclones. Ces îles, deuxième inconvénient, deuxième contrainte, sont très éloignées de la métropole. 14 000 km pour la Polynésie française, environ 9 000 km pour l'île de la Réunion. L'éloignement est un facteur de contrainte supplémentaire, puisqu'il faut continuer ce qu'on appelle la continuité territoriale. Il faut pouvoir offrir à ses habitants les mêmes services, écoles, hôpitaux, qu'aux habitants de la métropole. Alors ce climat tropical peut amener d'autres contraintes, chers élèves, et notamment des maladies spécifiques, des maladies à moustiques. Le chikungunya, la dengue, la malaria touchent particulièrement ces habitants. Et puis, comme si ce n'était pas suffisant, vous voyez que les contraintes sont très nombreuses. L'éloignement, le climat tropical, on a l'éparpillement. On aurait pu avoir un outre-mer, par exemple, qui soit concentré dans un seul océan. Mais si vous regardez bien la carte, notre outre-mer est concentré notamment dans l'océan Atlantique, avec les îles aux Caraïbes, la Martinique, la Guadeloupe. Il est concentré dans l'océan Indien, avec l'île de la Réunion, avec Mayotte. Et il est concentré dans l'océan Pacifique, avec la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie. Et nous l'avons également dans l'océan Atlantique. Tous les océans du monde sont concernés. Mais alors donc c'est très éparpillé. Donc cette continuité territoriale est extrêmement dure à assurer. Et puis, comme si ce n'était pas suffisant, on a très souvent du volcanisme. Alors, exemple, à la Martinique, on a
piton de la Soufrière. À La Réunion, on a le piton de la Fournaise. On a la montagne Pelée à la Martinique. Et pardonnez-moi, la Soufrière à la Guadeloupe. Et donc ces phénomènes de volcanisme viennent accroître les enjeux du climat équatorial. On a aussi la pauvreté comme contrainte. Les habitants de l'outre-mer sont plus pauvres que les habitants de la métropole, même s'ils sont plus riches que les États voisins. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de contraintes. Et lorsqu'il faudra aménager, transformer pour développer, il faudra tenir compte de ces contraintes. Heureusement, ces contraintes sont contrebalancées par de nombreux avantages, de nombreux atouts. Le premier atout est celui que je vous donnais en introduction. Grâce à ce outre-mer, la France règne sur une zone marine colossale. La France règne sur une zone marine de 10 millions de kilomètres carrés, 20 fois grand comme la métropole. La France règne sur la deuxième zone marine de la planète derrière les États-Unis, grâce à cette ZEE dont je vous ai expliqué tout à l'heure le sens. 10 millions de kilomètres carrés. Les îles et toute cette zone marine autour des îles, la zone des 200 miles nautiques. 10 millions de kilomètres carrés, ce qui fait de la France la deuxième puissance maritime de la planète. Ça lui donne des atouts stratégiques immenses comme pays influent à la surface des mers et océans. La France est présente partout, partout, partout dans le monde, sur tous les océans de la planète. C'est une ressource stratégique colossale. Et puis, bien sûr, pour l'avenir, quand il faudra, ces ressources marines sont l'avenir du monde, donc l'avenir de notre pays. Hélas, on ne les développe pas assez. On pourrait faire de l'aquaculture, comme font les Japonais. On pourrait aller à la pêche aux nodules polymétalliques, ces minerais gros comme des cailloux, gros comme le poing, qui sont posés à la surface du fond des océans. On pourrait exploiter les algues. On pourrait arrêter la pêche, bien sûr, mais permettre le développement, l'étude et la biologie marine, la culture des espèces marines, du poisson. On pourrait faire tout ça et on le fera dans l'avenir. Donc à part cet atout de zone marine, on a d'autres atouts. Tenez, on a des bases scientifiques. Vous avez tous entendu parler de la base spatiale qui est située en Guyane, à Kourou, et qui est le siège du lancement du pas de tir de la fusée Ariane. Mais peut-être avez-vous entendu parler de la base Dumont-d'Urville, en terre à Delhi, où nos savants étudient en permanence la glaciologie, le fonctionnement et la constitution des glaces, de la calotte glaciaire, et de l'astronomie, située à proximité du pôle sud, là où l'air est le plus transparent et le moins pollué. Nous avons un autre avantage à posséder cet outre-mer, et je reste dans cette idée de la biodiversité, puisque la France possède un morceau de forêt tropicale et équatoriale en Guyane. Nous pouvons étudier les essences arborées. Nous avons aussi l'atout considérable au-delà de la biodiversité animale, de la culture de tous ces différents peuples qui nous enrichit. Pensez donc, il y a donc des Amérindiens qui sont français, les Indiens d'Amérique. Il y a les Kanaks de Nouvelle-Calédonie qui sont français. C'est une richesse incalculable pour un pays de disposer à l'intérieur de ses frontières de nombreux peuples différents qui s'enrichissent les uns les autres. Et bien, ces territoires, il faut les développer. Alors, bien sûr, c'est très coûteux si vous avez suivi cet exposé, à cause de l'éparpillement, à cause de l'éloignement, à cause des contraintes climatiques. C'est très coûteux. Et nous y parvenons. Alors, par exemple, petit exemple, l'hôpital qui a le plus fort taux de natalité, c'est celui de Mayotte, puisqu'elle subit la contrainte de l'immigration clandestine. Comme ces îlots ultramarins sont beaucoup plus riches que les pays pauvres environnementaux, ils attirent souvent une forte immigration clandestine. Alors l'État français cherche à les développer. La Réunion s'est considérablement développée. La Martinique et la Guadeloupe sont considérablement développées. Des infrastructures touristiques, dernier cri. En effet, j'ai laissé le dernier avantage de ces zones ultramarines, c'est le tourisme de masse, le tourisme international. La France, comme vous le savez,
est le pays le plus touristique du monde, et notamment grâce à ce tourisme international qui se dirige vers ces régions ultramarines. La Polynésie, les îles de rêve que sont Bora Bora, Tahiti, les îles que sont la Martinique et la Guadeloupe, les infrastructures touristiques ont considérablement transformé et aménagé ces îles. On a développé à l'île de la Réunion ce qu'on appelle la route du littoral, qui fait tout le tour de l'île pour désenclaver, c'est-à-dire rompre l'isolement de ces populations. Et certaines de ces îles, comme elles appartiennent à la France, si vous me suivez, comme donc la France appartient à l'Union européenne considère à juste titre que les frontières de l'Union s'arrêtent à ces îles. Eh bien, ces îles bénéficient d'un statut particulier de la part de l'Union européenne. Elles jouissent d'un statut qu'on appelle être des RUP. RUP, R-U-P, régions ultra-périphériques. C'est-à-dire, comme c'est les régions les plus pauvres de l'Union européenne, elles bénéficient d'un financement spécifique de la part de Bruxelles et de l'Union européenne. Alors, pour terminer, je vous enjoins vraiment le plus précisément possible à faire connaissance de la carte de France. La France est un des rares pays au monde, si on veut la situer et la montrer, on est obligé de montrer la carte du monde. Pour montrer où est la France, la carte de l'Europe ne suffit pas. Pour montrer où est la France, je suis obligé d'avoir la carte de l'océan Pacifique, de l'océan Antarctique avec ces petites îles dont je n'ai pas le temps de vous parler, Crozet, la Nouvelle-Amsterdam, de l'océan Indien avec l'île de la Réunion et l'île de Mayotte, de l'océan Atlantique avec la localisation bien sûr de la Martinique, de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy, de Saint-Vincent et bien sûr du morceau continental qu'est la Guyane. Dans l'Atlantique Nord, nous avons également la région de... Pardonnez-moi, ça me reviendra, très bien. Nous avons dans le Pacifique de petits atolls, comme Clipperton si vous préférez. La richesse de l'outre-mer est infinie. Et ça serait à l'échelle d'une vie de pouvoir les visiter. À très bientôt, chers élèves. Oula, je me suis emmêlé.